bonjour à toutes et à tous et merci de participer à ce dernier webinaire de l'année qui vous est proposé par le CRES et l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir le docteur Daniel Lévy-Brul sur un thème qui n'avait encore jamais été abordé dans ces temps d'information et d'échange, les interventions probantes et prometteuses en vaccination. Daniel Lévy-Brul, vous êtes médecin épidémiologiste à la direction prévention et promotion de la santé de Santé publique France, expert de la vaccination. Merci beaucoup d'avoir accepté de préparer une intervention pour nous sur ce vaste sujet. Alors, au programme de l'heure à venir, qu'est-ce qu'une action probante ou prometteuse? Vous allez nous rappeler les définitions de ces concepts, présenter le registre de Santé publique France qui recense les interventions efficaces sur tous les thèmes de la promotion de la santé, mais notamment sur la vaccination. Et puis, vous passerez en revue les actions qui, d'après la littérature, permettent d'améliorer les couvertures vaccinales ou de réduire l'hésitation vaccinale. Alors, celles qui ciblent les professionnels de santé, comme les formations, celles qui ciblent la population, comme les rappels et les relances, les campagnes d'information, les visites à domicile, la mise à disposition de documents, ou encore les politiques publiques, comme la vaccination dans les écoles ou les obligations vaccinales. Alors, qu'est-ce qui fonctionne et comment s'inspirer de ces connaissances dans nos pratiques? Eh bien, écoutez, on va vous laisser la parole. Alors, il y a deux concepts, ne serait-ce que dans le titre de l'intervention. Le premier, c'est intervention, et le deuxième, c'est preuve. Alors, on va revenir très brièvement sur chacun de ces deux termes. D'abord, pourquoi est-ce qu'on doit intervenir dans le champ de la vaccination? Bien, la réponse, elle me paraît finalement assez simple et vous la connaissez, hein, c'est parce que la situation française, au regard de la couverture vaccinale, n'est pas satisfaisante. J'ai résumé dans cette diapositive les couvertures vaccinales pour un grand nombre de vaccins qui vont de l'adolescence jusqu'au sujet âgé. J'ai mis bien sûr de côté la couverture vaccinale des nourrissons, puisque elle bénéficie, entre guillemets, d'une obligation, ce qui fait que ce n'est pas le reflet de l'adhésion. Et vous voyez sur cette diapositive que, quel que soit le vaccin qu'on considère, hein, depuis le rattrapage de l'hépatite B jusqu'aux vaccinations du sujet âgé, donc vaccination de l'adolescent, vaccination contre la grippe des différentes populations cibles, vaccination contre le pneumocoque, vaccination des professionnels de santé, les couvertures vaccinales s'étalent entre, disons, 25% et 55%, ce qui est bien entendu loin d'être satisfaisant. Alors, il y a certainement un très grand nombre de facteurs qui interagissent pour expliquer cet état de fait. Un facteur important, c'est bien sûr le niveau d'adhésion de la population française à la vaccination. Ce niveau, nous le suivons à Santé publique France depuis très longtemps, puisque à travers les enquêtes du baromètre santé mises en œuvre depuis 2000, on a gardé tout au fil des ans cette même question: êtes-vous favorable à la vaccination? Ce qui permet d'avoir un suivi longitudinal de l'évolution de ce paramètre. Ce qu'on voit dans cette diapositive, si on regarde ce qui figure dans les couleurs rose, saumonée, c'est-à-dire en haut, et qui correspond aux réponses des adultes participants qui ont dit qu'ils étaient plutôt pas favorables ou pas du tout favorables. Vous voyez que cette proportion, dans les années 2000, elle était inférieure à 10%, et puis elle a augmenté de manière spectaculaire en 2010, hein, en particulier dans les suites de la crise H1N1, pour atteindre donc presque 40%. Depuis, la situation s'est améliorée, mais vous voyez que même dans les années les plus récentes, même en 2023, il y a encore environ 15% de la population adulte qui répond ne pas être favorable à la vaccination. Donc ça, c'est le premier terme, pourquoi intervenir. Deuxième terme, pourquoi se poser la question de la preuve. Alors, en fait, la réponse, vous la devinez, et elle a été résumée par Pierre Arvidsson en une phrase: en prévention, les bonnes intentions, ça ne suffit pas. Pour illustrer ce propos, j'ai repris son exemple, hein, qui est une revue de l'efficacité des interventions dans le domaine de l'abus d'alcool, de l'usage de drogues illicites ou du tabagisme. Et donc, cette revue des différentes interventions a conclu que dans environ 35% des cas, les résultats ont effectivement été meilleurs dans le bras intervention que dans le bras témoin. Donc, l'intervention a été efficace.
mais que dans environ 60% des cas, il n'y avait aucune différence significative entre les deux bras, et plus embêtant, que dans environ 5% des cas, l'intervention avait eu un effet inverse à celui espéré, c'est-à-dire un effet délétère. Donc, de ceci, on peut déduire que malgré une demande sociale de prévention très forte, la multiplication des initiatives est certes une bonne chose, mais dans un contexte où elles sont peu encadrées, dans un contexte où il y a souvent une sorte de croyance naïve en l'efficacité intrinsèque de la prévention, quoi qu'on fasse, on fait du bien, eh bien c'est malheureusement un peu plus compliqué que ça. La bénévolence ne suffit pas, et en fait, on doit se poser dans le domaine de la prévention les mêmes questions que ce qu'on fait pour les soins, c'est-à-dire est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est efficient, est-ce qu'il y a des effets indésirables. Alors, on pourrait dire, OK, c'est un exemple, mais qui ne parle pas sur la vaccination. Qu'en est-il dans le domaine spécifique de la vaccination? Est-ce qu'on retrouve cette même difficulté? Alors, peut-être certains d'entre vous connaissent cette étude de Nian, qui a essayé d'évaluer l'efficacité des messages de communication pour améliorer la perception et l'intention vaccinale. Qu'est-ce que montre cette étude? Eh bien, c'est que sur le premier paramètre d'intérêt, qui était ce que les gens pensaient du vaccin RER, hein, parce que ça portait que sur le vaccin RER, vous voyez que, par exemple, les personnes qui ont été soumises à un document qui présentait tous les effets indésirables de la maladie rougeole, donc qui présentait toutes les complications de la maladie, a eu un effet finalement inverse à l'effet attendu, puisque ça a renforcé, ici c'est un odds ratio, hein, un odds ratio supérieur à 1, c'est-à-dire que ça a renforcé la croyance que le vaccin ROR est responsable de l'autisme, de manière pas significative, mais de manière très significative, le fait que le vaccin ROR a un mauvais profil de sécurité avec des effets secondaires graves. De la même manière, quand on regarde ce qu'a donné le fait de présenter des images d'un enfant atteint de complications sévères de la rougeole, hein, disease image, on retrouve la même chose. Ça a renforcé dans cette étude, en tout cas, l'idée que le vaccin ROR est lié à l'autisme. Et quand on regarde l'effet qu'a eu le fait d'essayer d'aller à l'encontre de ce message, de corriger le message auprès des gens qui pensaient que le vaccin ROR était lié à l'autisme, vous voyez qu'en tout cas, dans la population qui était au départ la moins favorable à la vaccination, le fait de parler de cette association, même si c'était pour essayer de la débunker, comme on dit aujourd'hui, a renforcé la croyance dans le fait qu'il ne fallait pas se faire vacciner, hein, puisque ça contribuait à avoir une attitude moins favorable envers la vaccination. Donc, vous voyez que ce n'est pas que de la théorie. Dans la vraie vie, il peut se passer des choses contraires à l'attendu. Alors, c'est un peu un guise d'introduction. Donc, si on va un peu plus loin et qu'on est d'accord sur le fait qu'il vaut mieux essayer de mettre en œuvre des interventions qui ont fait leurs preuves, la question, bien sûr, c'est qu'est-ce que c'est qu'une intervention qui a fait sa preuve? Il n'y a pas de définition totalement consensuelle, universelle. Je vous propose celle-ci, qui est, me semble-t-il, assez largement admise. Une intervention est efficace. Une intervention efficace, c'est un programme ou une action de prévention dont l'efficacité a été démontrée par une évaluation d'impact rigoureuse. Cette évaluation permet d'indiquer que l'intervention X est efficace pour produire les résultats Y sur une cible populationnelle Z à un temps T dans un lieu S. Et donc, on voit bien qu'il y a une sorte de relativité de la preuve d'efficacité qui est liée au contexte dans lequel l'étude est menée, d'où la deuxième condition pour considérer qu'une intervention est probante, qui est également qu'il y ait eu des réplications dans un autre contexte qui ait permis de conforter la conclusion de l'efficacité, ce qui permet d'envisager sa dissémination. Deuxième définition, c'est celle de l'intervention prometteuse. Là, c'est encore plus difficile de trouver des définitions qui fassent un peu autorité. On vous propose celle-ci. Une intervention prometteuse, c'est une intervention dont l'efficacité n'a pas été évaluée par la recherche, mais pour laquelle une évaluation normative solide induit une présomption de résultat pertinent.
Alors, une intervention probante, en fait, on peut aller un petit peu plus loin hein, dans la définition et la caractérisation. Et cette diapositive montre un petit peu plus dans le détail qu'il y a à l'intérieur même de ce qu'on peut considérer comme une intervention probante, plusieurs niveaux. Alors, je passe sur les niveaux 1 et 2 qui sont des niveaux qui sont en deçà de l'intervention qui a fait ses preuves. Donc, le premier niveau, c'est le niveau 3. Il existe une causalité entre l'action et des résultats positifs que vous avez obtenus. C'est déjà une première étape. On est dans l'intervention probante, mais vous l'avez compris avec la définition, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait eu au moins une autre évaluation du même programme dans un contexte différent qui retrouve le même résultat et la même association causale. Et puis, ça, c'est le niveau 4. Le niveau 5, on va encore plus loin. Il y a tout un corpus de documents qui décrivent le process, la mise en œuvre, qui permettent d'envisager et de mettre en œuvre la réplication. Alors, une fois qu'on a dit ça, la question qui se pose, c'est OK, mais alors où est-ce qu'on les trouve, ces interventions probantes? Un des endroits où on peut les trouver, c'est dans les registres. Alors, il y a quelques registres qui ont été mis en œuvre dans différents pays. En France, on s'y est mis aussi. Et donc, Santé publique France, comme ça a été rappelé, met en place un registre des interventions efficaces ou prometteuses en prévention et promotion de la santé, donc qui, bien sûr, inclut la vaccination. Et quand on regarde ce registre et qu'on cherche avec le mot-clé vaccination, en fait, à ce stade, il n'y a qu'une seule, une seule sortie, une seule intervention qui sort. C'est une intervention d'ailleurs qui résulte d'une expérimentation menée en PACA, donc je suis content de pouvoir la présenter. Beaucoup d'entre vous la connaissent, en tout cas de la région. C'est l'étude Motivac Mater. Cette étude a consisté à tester un entretien motivationnel mené en maternité, donc dans les suites de couches, auprès des femmes, avec l'objectif de réduire l'hésitation vaccinale et d'augmenter la couverture vaccinale des nourrissons dans les mois suivants. Donc, c'était un essai contrôlé, randomisé, on le verra, c'est un peu une condition pour pouvoir être considéré comme ayant fait ses preuves. Et vous avez en tête la deuxième condition qui est qu'il ne faut pas que ça ait été mené que dans un seul endroit. En fait, cette étude Motivac Mater, c'est déjà la deuxième étape, c'est la réplication dans un autre contexte de l'étude Promovac qui a été menée au Québec et qui avait les mêmes objectifs et une méthodologie proche. Alors, on ne va pas lire tout ce qui figure là, c'était juste pour vous illustrer ce qu'on peut trouver sur notre registre. J'attire juste votre attention sur le niveau de classification, niveau 4. Niveau 4, ça veut dire quoi? Voilà la grille que nous utilisons pour évaluer le niveau de preuve d'une intervention qui est soumise au registre et qui a déjà passé les premières étapes. Le niveau 4, c'est justement le niveau qui est qualifié de bon indice de preuve et qui correspond à une intervention pour laquelle il y a déjà eu une étude qui a été favorable, qui est en faveur de l'efficacité et pour lequel il y a déjà eu une expérience de réplication dans un contexte différent. Et comme vous l'avez compris, Motivac Mater, ça répond à cette condition puisque c'est la réplication de Promovac québécois. Juste parce que je trouve cette intervention intéressante, très rapidement, les résultats de Promovac qui ont conduit donc à dire c'est suffisamment probant pour qu'on le teste en France. Donc, je vous ai présenté la méthodologie, entretien motivationnel en postpartum, à travers, au Québec, la formation de conseillers en vaccination pour mener ces entretiens. Donc, en France, il n'y a pas de conseillers en vaccination, ce sont les sages-femmes qui ont été mises à contribution. Et les résultats, dans l'étude pilote régionale québécoise, une augmentation de 9% de la probabilité que l'enfant soit complètement vacciné à 2 ans. Dans la deuxième réplication au niveau provincial, cette fois-ci, une diminution de 40% du score d'hésitation vaccinale des mères et un taux de satisfaction des parents vis-à-vis de l'entretien de 97%, ce qui a conduit donc à la généralisation à l'ensemble des maternités du Québec de cette intervention. C'est un bel exemple du continuum entre le test d'une étude et sa dissémination dans la vraie vie, avec des premiers résultats intéressants, augmentation de 11% d'intention de vacciner, diminution de 40% là aussi du score d'hésitation vaccinale des mères.
Alors, ça, c'est ce qu'on trouve dans le registre. Mais vous voyez, le registre, il est finalement assez pauvre, avec une seule intervention. Donc, on ne va pas s'arrêter là. Il y a d'autres sources euh, dans la littérature de données qui permettent de considérer qu'une intervention est probante. Et là, je vous ai reproduit la pyramide du niveau de preuve proposée par le Centre européen de contrôle des maladies, le CDC. Et on peut considérer que ce qui peut faire office d'équivalent de niveau de preuve élevé, c'est ce qui figure en haut de la pyramide, on va pas regarder les différents étages, c'est-à-dire tout ce qui résulte des conclusions des revues systématiques de la littérature. Donc on est au-delà d'une seule étude, parce qu'une seule étude, ça ne suffit pas, mais une revue systématique qui a analysé les biais, qui a analysé la qualité et qui conclut en faveur de l'efficacité d'une intervention, avec éventuellement, si les données le permettent, encore une étape supplémentaire qui est la méta-analyse, où là on quantifie l'effet en poulant les différentes études. Donc, on va regarder maintenant dans la suite de la présentation qu'est-ce que ces synthèses de la littérature sous forme de revues systématiques permettent de dire de l'efficacité des interventions en matière de vaccination. Alors, je vous propose de regarder ces données sous deux angles, selon la cible de l'intervention et selon l'ancienneté de la publication. Alors, selon la cible de l'intervention, j'ai distingué trois niveaux: des interventions qui agissent auprès des professionnels de santé, des interventions qui agissent auprès de la population, auprès de la demande vaccinale, y compris ce qui a trait à l'interface entre la population et les professionnels de santé, et puis ce qui a trait plutôt à l'organisation du système de santé, à la politique vaccinale. Et puis j'ai distingué deux périodes, une première période qui va jusqu'en 2017 et une deuxième période qui commence en 2018. Pourquoi cette distinction? C'est bien parce qu'il y a un travail très intéressant qui a été effectué par l'ORS PACA, qui a, dans le cadre du système d'information régionale en santé, réalisé 10 fiches thématiques d'action probante en matière de vaccination. Et donc, je me suis appuyé sur ces fiches pour ne pas reprendre toute la littérature antérieure, avec en plus l'intérêt que ces fiches thématiques incluaient les conclusions du CPSTF, le Community Preventive Service Task Force, qui est un panel de 15 experts mis en place par les CDC, Center for Disease Control d'Atlanta, et qui avait fait un travail similaire dans le contexte américain. Donc, ces deux sources constituent une bonne synthèse de ce qui était disponible à l'époque pas si lointaine, mais depuis à la littérature, j'ai essayé de synthétiser ce qui est paru de pertinent depuis 2018, dont, entre autres, une revue de la littérature en 2020. Alors, dans la suite, donc je vais passer en revue, pardon, ça va être, il y aura un petit côté un petit peu catalogue, mais je ne me sentais pas de manière un peu arbitraire de ne présenter que quelques interventions. Donc, j'ai essayé d'être fidèle à tout ce qui avait été analysé. Donc, ça ira un petit peu vite, mais enfin, vous pourrez y retourner avec le replay. Alors, les différentes interventions on va commencer par la première intervention. On est ici dans le domaine de l'intervention auprès des professionnels de santé. Donc, première intervention, les rappels, les relances. Donc, les rappels, c'est le professionnel de santé reçoit un message que un de ses patients devrait recevoir une vaccination dans un avenir proche. Les relances, c'est a posteriori, votre patient qui devait être vacciné, on n'a pas l'information qu'il ait reçu son vaccin. Donc ça a été montré comme étant très efficace. Ce qui met en grâce, c'est ce qui est une citation des conclusions dans les publications soit de l'ORS, soit du CDC. Donc preuve scientifique solide sur la base de plusieurs revues systématiques, efficace sous forme papier ou électronique. Ce qui était intéressant également dans l'analyse qu'a faite l'ORS, c'est qu'elle a regardé à chaque fois s'il y avait des éléments en faveur de la réduction ou non de l'intervention, par l'intervention des inégalités sociales de santé. Donc, j'ai repris ces conclusions. Donc, ici, pas de preuve de l'impact sur les inégalités sociales de santé. Pas de preuve ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais qu'on n'a pas de données suffisantes. Pour les Américains, Strong Evidence, qui est l'équivalent de preuve scientifique solide, là aussi, une revue systématique avec 22 études qui montraient une augmentation de la couverture d'au moins 10 points dans la moitié des études. Donc, une intervention qui a fait ses preuves. Deuxième intervention, toujours auprès des professionnels de santé, l'évaluation de la performance en matière, bien sûr, de vaccination, le feedback aux professionnels de santé sur sa performance, des audits de pratiques en matière de vaccination.
Pour l'ORS, preuve d'une certaine efficacité avec plusieurs revues systématiques et méta-analyses qui vont dans ce sens. Pas suffisamment d'éléments disponibles quant à l'impact sur les ISS. Et là aussi, on est cohérent avec ce qu'en dit le CDC, strong evidence, hein, donc fort niveau de preuve, avec une augmentation moyenne de la couverture de 9 points. À noter que l'intervention formation de professionnels de santé à la vaccination et à la communication autour de la vaccination, lorsqu'elle est mise en œuvre seule, n'a pas fait ses preuves, d'après les Américains. Alors maintenant, on va passer aux interventions auprès de la population. On retrouve la même intervention, rappel, relance, mais cette fois-ci, ce n'est pas le professionnel de santé qui reçoit le message, c'est le patient, entre guillemets, puisque en matière de vaccination, il ne s'agit pas de patient. Les personnes sont le plus souvent en bonne santé, peu importe. Donc, pour ce qui ressort de l'analyse ORS, là aussi, preuve scientifique solide, avec plusieurs revues systématiques, dans une qui incluait 13 études, une augmentation de la couverture vaccinale d'au moins 6 points dans la moitié des études. Les preuves sont insuffisantes pour les ados et les patients hésitants. Par contre, preuves solides quand ça passe par des appels téléphoniques et des courriers, mais pas quand c'est à travers des SMS. Et des résultats prometteurs pour la réduction des inégalités sociales de santé. Là aussi, convergence avec l'analyse américaine, strong evidence, donc preuve solide également. Les incitations, ce que les anglo-saxons appellent les incentives, là par contre, c'est moins concluant. D'après l'ORS et sa revue de la littérature, il n'y a pas suffisamment d'éléments disponibles quant à l'efficacité ou l'inefficacité. Donc, on ne peut pas en dire grand-chose parce que les résultats des études sont contradictoires. On peut dire, c'est que par contre, sur l'intéressement négatif, c'est-à-dire la sanction en cas de non-vaccination, les résultats sont vraiment pas peu probants en matière d'impact positif. Et quand on regarde ce qu'en disent les Américains, ils considèrent qu'il y a suffisamment de preuves, sous-entendu pour le mettre en œuvre, pour ce qui concerne les attestations positives, mais pas assez de preuves pour ce qui concerne les attestations négatives. Donc, c'est assez proche finalement de la conclusion française. Troisième intervention, la mise à disposition de documents, sous forme de brochures, de posters, etc. Pour l'ORS, pas possible de conclure sur l'efficacité pour améliorer les connaissances et les intentions, avec là aussi des résultats qui ne vont pas tous dans le même sens, avec des preuves assez solides sur l'inefficacité quand la mesure est mise en œuvre seule. Ça ne suffit pas à augmenter la couverture vaccinale, et on l'a vu avec l'étude de Nian, ça induit même, dans certaines circonstances, des attitudes négatives pour certains modes de communication. En ce qui concerne les campagnes grand public, pour là aussi l'ORS, pas de preuves suffisantes pour conclure sur l'efficacité et l'inefficacité pour améliorer la couverture ou agir sur les stations vaccinales, ce qui est assez proche de la conclusion américaine, même s'ils ont mis ensemble deux interventions, des campagnes avec les grands médias et la mise à disposition de documents auprès du grand public. Et là aussi, ils considèrent qu'il n'y a pas assez le niveau de preuve est insuffisant pour pouvoir conclure. On est maintenant dans un type d'intervention un petit peu différent, qui sont les interactions avec les professionnels de santé, dans le cadre, disons, du colloque singulier. Et là, l'ORS a conclu, pas de preuves suffisantes pour conclure sur l'efficacité ou l'inefficacité pour améliorer la connaissance, les attitudes et la couverture vaccinale, avec là aussi des études positives, mais des études qui ne le sont pas. Ça semble bien marcher pour les personnes âgées, ça semble moins bien marcher pour les parents, même si une méta-analyse a conclu une augmentation moyenne de 12% sur la couverture des enfants. À noter de l'intervention qui a été classée comme prometteuse, l'interaction avec des pairs, c'est une étude dans laquelle des personnes âgées vaccinées interagissaient et conseillaient des personnes âgées non vaccinées, et puis l'entretien motivationnel qui arrive en 2017. Un point important, c'est dans ces analyses, ce qu'elles disent des interventions combinées, dans lesquelles on met en œuvre plusieurs interventions en même temps, et là, les résultats sont assez clairs. Il y a des preuves scientifiques solides de l'efficacité de la combinaison de plusieurs interventions, avec une augmentation de couverture dans 15 des 20 études pour l'ORS. Le plus souvent, ça incluait une stratégie de rappel et de relance des patients et des professionnels, dont on a vu qu'elle était plutôt efficace, voire très efficace pour les patients. Bien sûr, l'inconvénient de ces études, c'est qu'elles ne permettent pas de faire la part de l'effet propre de chaque intervention.
Et ça, ça va de soi. Et la conclusion de l'ORS, c'est de dire que c'est certainement la combinaison des interventions qui a le meilleur effet sur les inégalités sociales de santé. Mais il faut en gardant en tête que la plupart des études de combinaison d'intervention sont nord-américaines, avec bien sûr un contexte assez différent. D'ailleurs, les Américains sont d'accord avec la conclusion sur le fait qu'il y a un niveau de preuve très élevé sur la combinaison des interventions. Quand on regarde les interventions qui facilitent l'accès à la vaccination, visite à domicile, pour l'ORS, elles peuvent être efficaces pour augmenter la couverture vaccinale, mais on peut être surpris de ce niveau de preuve insuffisant, mais c'est parce que, en fait, dans ces interventions, il n'y a pas toujours une offre vaccinale simultanée. C'est des gens qui vont parler de la vaccination. Ça peut être efficace pour réduire les inégalités sociales de santé. Pour les Américains, là aussi, très en faveur. Strong evidence, même un peu plus élevé le niveau de preuve que pour les Français. Intervention suivante qui nous intéresse particulièrement en France en ce moment, c'est ce qu'on appelle les standing orders, c'est-à-dire le transfert de compétences des médecins vers d'autres professionnels de santé. Pour l'ORS, les preuves scientifiques sont considérées comme solides, que ça marche, avec des études qui ont montré que ça marchait pour différentes cibles vaccinales, en termes d'âge, par exemple, pour différents vaccins, pour différents vaccinateurs. Donc là, vraiment une littérature assez convergente, assez consensuelle. On manque encore de données sur la réduction des inégalités sociales de santé que permet ce transfert de compétences. Et là aussi, une bonne concordance entre les conclusions françaises et américaines. Bon, je le dis entre parenthèses, mais dans la plupart des cas, comme ces deux synthèses de la littérature ont été faites pratiquement au même moment, il y a une très grande similarité des études qui ont été mises en œuvre. Je n'ai pas accès aux détails de chaque étude, mais en gros, elles ont reposé sur un corpus de littérature assez proche. Donc, ce n'est pas très étonnant qu'on arrive à des conclusions assez proches. Donc, strong evidence également pour les Américains, dans une synthèse de 27 études, une augmentation moyenne de couverture de 24 points, ce qui est beaucoup, et même de 16 points pour les études dans lesquelles le transfert de compétences était la seule intervention mise en œuvre. Dernier niveau d'impact de l'intervention mise en œuvre, c'est quand elles sont faites au niveau organisationnel, au niveau de la politique vaccinale. Et donc, plusieurs interventions ont été analysées, en particulier par le CDC. L'éducation sur le lieu de soins, donc qui n'est pas l'interaction entre le professionnel de santé et son patient, qui est quelque chose qui se fait en général avant la consultation avec le vaccinateur. Niveau de preuve insuffisant, résultat inconsistant, avec j'ai trouvé deux études qui mentionnaient une augmentation pour la vaccination pneumococcique des personnes âgées. Ça avait marché, mais dans un contexte où la couverture vaccinale était très faible avant la mise en œuvre de l'intervention. Autres interventions qui ont été testées pour lesquelles il y a une conclusion en termes de niveau de preuve élevé, on n'est pas très étonné. L'obligation vaccinale, ben oui, ça marche. La réduction des coûts liés à la vaccination, ça marche, mais bon, c'est essentiellement des études américaines, donc comme j'ai mentionné, dans un contexte un petit peu différent. La vaccination dans les écoles ou dans les crèches, là aussi, d'après les CDC, ça a un niveau de preuve élevé. Et puis, je termine en mentionnant une revue systématique qui a été publiée en 2014, qui regardait, alors c'est ce que donne le mélange de deux interventions, l'incitation, soit positive, soit négative, et l'obligation d'être vacciné pour la préscolarisation. Ben, d'après cette étude, cette revue systématique, le niveau de preuve est insuffisant pour la couverture vaccinale du nourrisson, probablement parce que l'obligation pour la préscolarisation arrive trop tard, puisqu'en particulier aux États-Unis, les enfants ne sont pas scolarisés aussi précocement qu'en France. Et quand ils regardent dans cette revue systématique l'effet propre de chacune des deux interventions, il y a un certain niveau de preuve pour l'obligation de vaccination pour la scolarisation. Par contre, pour les incitations, là, les résultats sont inconstants. Donc voilà en gros ce que disait la littérature en 2017-2018. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis ? Quelques faits, vous allez voir, qui en général vont plutôt conforter les conclusions que je viens de vous présenter. Donc, dans la revue de la littérature qui a été publiée en 2020 par l'équipe de Cataldi, ils ont rajouté une intervention qui reposait sur Internet, avec ou sans l'ajout d'utilisation de médias sociaux. Donc, en particulier, 2 essais contrôlés sur les femmes enceintes et qui ont montré
une efficacité sur la couverture vaccinale pour les femmes enceintes elles-mêmes, avec ou sans la composante réseau social. La composante réseau social, c'était les mises en place de blogs, de chats avec des experts, de forums de discussions, de podcasts, des choses très interactives où les gens qui participaient à l'intervention, dans le droit d'intervention, pouvaient interroger, pouvaient parler entre eux, interroger les experts, avoir accès à pas mal de sources d'informations. Donc, pour la femme enceinte, ça marche, même sans la composante réseau social. Par contre, quand ils ont regardé l'efficacité pour le nourrisson, c'est uniquement quand ils avaient associé les deux, c'est-à-dire un site Internet construit pour l'étude, plus ces modalités d'entretien interactif entre les experts et la population, qu'ils ont trouvé une certaine efficacité. Et ils mentionnent dans leur conclusion que ce qu'ils disent sur cette étude ne permet pas d'être étendu à l'efficacité de simplement des sites généralistes préexistants. Donc là, c'est un site qui avait été construit pour cette intervention. Et puis une autre revue de la littérature intéressante qui s'est focalisée sur les interventions face à face entre le médecin ou le professionnel de santé et le patient qui vient se faire vacciner. Là aussi, une conclusion assez mitigée. Pourrait avoir amélioré la situation vaccinale des enfants. Ce qui est très probable, c'est que ça améliore le niveau de connaissance, le niveau de compréhension de la vaccination, l'intention de vacciner, mais pas forcément la couverture vaccinale. Et sur les associations, on reste dans quelque chose de pas complètement concluant, même s'il n'y a pas de nouvelle étude. Cataldic reprend la conclusion que ça peut être efficace, mais on manque encore d'un niveau de preuve élevé. Une autre étude intéressante, c'est une méta-analyse qui est apportée sur l'impact de la communication lorsqu'elle est basée sur le risque, c'est-à-dire lorsqu'on met en avant le risque de ne pas être vacciné. Donc, j'ai été étonné d'ailleurs de voir que dans cette méta-analyse, l'étude de Nian que je vous ai mentionnée au début de la présentation n'était pas incluse, mais bon, c'est d'autant plus intéressant qu'on retrouve des conclusions un peu similaires. On manque d'études de bonne qualité, les interventions existantes paraissent suboptimales. Il y a ce que conclut cette méta-analyse, c'est qu'il y a un effet plutôt négatif des interventions basées sur un échange de personne à personne, alors qu'il y a plutôt un effet positif des interventions basées sur des documents ou des interventions en ligne. Et l'explication, c'est vraiment que les échanges de personne à personne, c'est lié à la qualité du professionnel de santé. Il dit un peu ce qu'il veut, ce qui lui passe par la tête, alors que quelquefois, ce qu'il dit n'est pas forcément ce qui est le plus efficace, alors que quand c'est basé sur document, c'est formaté, c'est évalué et on peut pas sortir du message qui a été validé. Pour ce qui concerne les rappels et les relances, on retrouve la même conclusion que précédemment, confirmation d'efficacité, même quand elle est mise en œuvre seule, pour différents types. Ça, c'est vraiment une intervention qui marche bien. Et ce qui est nouveau, contrairement à ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que maintenant, il y a des données qui montrent que l'utilisation des SMS, ça marche également. On manquait de données sur ce point avant. Je mentionne également une autre revue Cochrane qui porte également sur ce point et qui conclut que c'est probablement efficace sur la couverture à partir d'une revue qui porte sur quand même près de 138 000 participants. Et en ce qui concerne en tout cas la vaccination des enfants et des adolescents, là on a un niveau de confiance élevé de l'efficacité de cette mesure. Les autres interventions qui ont été mentionnées en particulier par Cataldi dans sa revue, l'évaluation et la comparaison de performance, le feedback aux professionnels sur la couverture de sa patientèle, les audits de pratiques vaccinales, tout ça marche bien quand c'est associé à d'autres interventions, mais on n'a pas vraiment de données qui prouvent que ça marche quand c'est mis en œuvre seul. Le transfert de compétences, pas de nouvelles études, mais confirmation de l'efficacité, avec des études qui ont montré que c'était meilleur qu'une stratégie de rappel auprès des professionnels de santé. Des registres de vaccination, registres centralisés de vaccination, en soi, ce n'est pas une mesure qui augmente la couverture vaccinale, mais ça facilite les mesures efficaces pour augmenter la couverture vaccinale, on le comprend facilement. Ça facilite le rappel des patients, ça facilite le rappel ou la relance des professionnels de santé, ça facilite la mise en œuvre des audits, toute intervention dont on a montré qu'elles étaient efficaces. Les interventions qui agissent au niveau de l'accès, il n'y a pas vraiment de nouvelles études, mais on confirme l'efficacité des visites à domicile, l'efficacité et même le coût-efficacité de la vaccination à l'école, la réduction, l'efficacité de réduire les coûts liés à la vaccination, mais comme j'ai déjà mentionné, c'est dans le contexte américain avec vraiment des coûts plus élevés que chez nous. Et puis l'obligation vaccinale, là aussi, des données en faveur d'un niveau élevé de preuves,
avec des données récentes sur l'impact positif de la réduction des exemptions pour des motifs autres que médicaux, hein, religieux, philosophiques, avec quand même une petite réserve que les États américains qui ont enlevé ces contraintes, ces motifs d'exemption ont vu augmenter les exemptions médicales qui compensent un petit peu, enfin qui réduisent l'efficacité de la mesure. Il y a quand même des études qui ont porté sur une modalité de communication particulière qui me paraissait intéressant à mentionner rapidement. C'est deux équipes qui, ensemble, l'une après l'autre, ont testé deux manières de communiquer pour un professionnel de santé vaccinateur vers un patient qui vient et qui doit recevoir une vaccination. Ils ont défini deux approches, alors on peut les schématiser. L'approche présomptive, ça consiste en gros à dire aujourd'hui je vaccine votre enfant, point barre. Et puis l'approche à l'opposé participative, c'est une approche dans laquelle on dit voilà, aujourd'hui je pourrais vacciner votre enfant, qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, dans un cas, on fait comme s'il n'y avait pas de discussion, et dans l'autre, on ouvre la discussion et on demande aux parents de choisir. La conclusion de ces études menées par ces deux équipes, c'est que la première approche, l'approche présomptive, elle marche mieux en termes de couverture vaccinale, mais il faut noter qu'elle induit une moindre satisfaction des parents, ce qu'on peut comprendre, et donc avec le risque d'un possible impact négatif à terme, c'est-à-dire que les enfants sont vaccinés à la sortie du cabinet, mais les parents ne sont pas très contents. D'où l'idée d'aller un petit peu plus loin et de tester un protocole un peu plus complexe, et le protocole a été publié. C'est un essai contrôlé randomisé qui teste l'efficacité sur la couverture et sur la satisfaction des cliniciens d'une approche plus complexe qui commence par l'approche présomptive. Quand ça marche, c'est très bien, mais quand ça ne marche pas et qu'on craint que ça induise des effets négatifs, on continue par un entretien motivationnel. Et donc, cette double approche, elle n'est pas encore, les résultats en termes de couverture vaccinale, je ne les ai pas vus encore publiés, je ne crois pas qu'ils le soient. Il y a déjà des premiers résultats sur l'autre indicateur qui est la satisfaction des professionnels de santé. Vous voyez que les pédiatres qui ont été formés à la mise en œuvre de cette double approche sont dans leur immense majorité satisfaits, ont répondu que c'était très utile ou très utile pour leur pratique. Donc on attend les résultats sur la couverture vaccinale. Et puis il y a un sujet, mais je n'ai pas le temps de l'aborder en profondeur, qui a fait l'objet de beaucoup de publications récentes, c'est la vaccination HPV, parce que dans beaucoup de pays, la couverture vaccinale est insuffisante, beaucoup d'interventions ont été testées. J'ai juste sélectionné deux études qui, sur la base des résultats des études antérieures qui montraient des résultats décevants, on dit peut-être que la seule chose qui marche, c'est quand on combine plusieurs interventions. Donc ces deux études ont combiné plusieurs interventions. Celle de Dempsey, on a combiné 5 actions de communication, un site pour les parents, une brochure, des images sur HPV, un algorithme vaccinal pour les parents, la formation de professionnels de santé, et ça a marché, avec une augmentation de 56% de la probabilité de vaccination HPV complète. Et l'étude de Rand, pareil, qui a testé la formation de professionnels de santé à la communication, un screening pré-consultation par un professionnel paramédical, dans certains endroits, transfert de compétences, l'ajout de relance et de rappel, et là aussi, des résultats, vous le voyez, plus de 8 points de couverture vaccinale, plus de 20 points de réduction des occasions manquées de vaccination, des résultats tout à fait intéressants. Donc, je conclurai avec cet article qui est récent et qui me paraît intéressant, qui est dû à Brouwer et Bauer. Il a essayé de résumer un petit peu tout ça en classifiant les différentes interventions en trois types d'interventions. Celles qui ciblent ce que les patients ou les parents, les patients au sens avec les guillemets, pensent et ressentent vis-à-vis de la vaccination. Vous voyez, sa conclusion, le petit rond blanc, vous voyez l'échelle, la légende en bas, c'est que ça n'a pas ou peu d'impact. Donc, toutes ces interventions qui ciblent uniquement le fait d'essayer d'éduquer les parents, de les informer, ça marche pas terrible. Le deuxième type d'intervention, ce sont des interventions qui ciblent les processus sociaux. Donc, on essaye de faire entrer en ligne de compte la dimension collective de la vaccination, le fait que
beaucoup de gens autour se font vacciner, le médecin s'implique et fait une recommandation, on utilise des réseaux sociaux favorables à la vaccination. Là, c'est déjà mieux, vous voyez, on passe du tout blanc au tout noir avec des intermédiaires d'impact modeste, donc là, on est sur des choses plus intéressantes. Et puis, troisième catégorie d'intervention, celle qui cible ce que Brouwer appelle les changements de comportement, et on retrouve beaucoup d'interventions dont on vient de parler. Voilà, celle qui, moi je le dirais, qui lève les obstacles, qui facilite l'accès, qui facilite le passage à l'acte, comme ça qu'on peut les résumer. Et donc, voilà, vous retrouvez toutes les interventions dont on vient de parler, et là, vous voyez qu'elles ont, pour leur immense majorité, un effet tout à fait intéressant, caractérisé par substantial impact. On retrouve la même conclusion en reprenant le schéma dans le même article de Brouwer, avec ces trois niveaux. Donc, moi, j'ai rajouté un peu des légendes donc, pour essayer de simplifier et de résumer mon propos. Pour ce qui est du premier rectangle, quand on cherche à agir sur ce que les gens savent, pensent, les données sont peu en faveur de l'efficacité de la couverture vaccinale, surtout quand c'est mené seul. Sur les données qui jouent sur les processus sociaux, sur les normes sociales, sur l'altruisme, sur les réseaux sociaux, on manque encore de données probantes, mais les interventions peuvent être qualifiées de prometteuses. Et ce qui marche le mieux, ce sont les interventions qui agissent sur le passage à l'acte, qui facilitent ce passage à l'acte. Et là, on a de bonnes données pour attester du niveau de preuve élevé. Alors ça paraît peut-être un peu théorique, très américain, etc., mais c'est intéressant de voir que dans une publication française très, très récente, c'est l'essai PREV-HPV, un très bel essai contrôlé, randomisé d'une triple intervention pour augmenter la couverture vaccinale HPV. Les triples interventions, c'était l'éducation des adolescents, la formation des médecins généralistes et la vaccination au collège. Et finalement, on retrouve des choses qui sont très cohérentes avec le modèle de Brouwer, que je viens de mentionner rapidement. Vous voyez que, alors, je mets un petit bémol parce que c'est des premiers résultats à 2 mois et que peut-être les choses vont changer quand il y aura un peu plus de recul et de puissance. Mais vous voyez que sur ces premiers résultats, la vaccination l'éducation et agir sur les motivations des adolescents, le moins 0,08, c'est le gain de couverture vaccinale, il est négatif. En gros, ça veut dire que ça ne marche pas. Il n'y a pas eu d'effet. Quand on essaie de former les médecins généralistes, pareil, pas d'effet. En tout cas, pas d'effet mis en évidence. Par contre, l'intervention qui a marché, c'est la vaccination à l'école, qui a permis un gain de 5,5 points de couverture vaccinale. Et donc, on retrouve un peu la même logique. Finalement, ce sont les interventions qui agissent sur les contraintes et qui facilitent le passage à l'acte, quel que soit ce que les gens pensent, qui sont les plus efficaces. Donc, dernière diapositive. Oui, dernière diapositive, et pour essayer de terminer avec quelques remarques qui reprennent un peu les différents éléments. Bon, ce qu'on peut dire déjà, ce qui paraît acquis, c'est que les données disponibles à travers les études de haut niveau de preuve confirment l'échec de ce qui était appelé le Information Deficit Model pour augmenter la couverture vaccinale. Ce modèle un peu simpliste, tel qu'aujourd'hui il apparaît, c'est de dire si les gens ne seront pas vaccinés, c'est parce qu'il manque d'informations. Donc, apportons-leur les informations et vous allez voir, tout va aller bien. Eh bien non, ça ne marche pas. Ça améliore peut-être les connaissances, le fait de répondre aux interrogations, mais en termes de changement de comportement, c'est insuffisant. Donc, toutes ces interventions basées sur de la pure communication, on essaye d'expliquer, d'informer, d'expliquer, elles sont peu efficaces et vous avez vu, dans certains cas même, si on communique d'une manière qui n'est pas la bonne, entre guillemets, ça peut même être contre-productif. Je mets un bémol, c'est l'entretien motivationnel, qui est une nouvelle forme de communication et qui ouvre, me semble-t-il, une nouvelle voie dans l'interface professionnelle-patient. Et là, on peut considérer que celle-ci, elle a maintenant fait ses preuves, mais elle est toute récente, on manque encore de données pour qu'on le retrouve dans les publications. Je crois qu'il faut quand même insister sur le fait que le rôle du professionnel de santé, il paraît déterminant. Brouwer le met vraiment en exergue dans son modèle et il est probablement déterminant parce qu'il agit sur les 3 niveaux. Il agit sur le niveau d'information
des patients, il agit sur le niveau de persuasion et donc le changement d'attitude des patients, il agit sur les normes sociales. Hein. Si c'est le médecin qui le dit, eh ben, voilà, c'est probablement que c'est pas que lui qui pense ça, mais c'est vraiment tout l'environnement institutionnel. Et puis, il joue aussi sur la facilitation du passage à l'acte, en particulier si c'est un pharmacien qui a la seringue toute prête, on voit bien que ça joue sur ces trois déterminants. Et puis, c'est aussi important d'avoir à l'idée que ces trois déterminants interagissent entre eux. Et pour relativiser ce que j'ai dit et ce que dit la littérature sur l'échec des stratégies de pure communication, il faut bien avoir en tête ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça ne suffit pas à augmenter la couverture vaccinale, mais je pense que c'est quand même un déterminant important de l'efficacité des interventions qui sont plus en aval. C'est-à-dire que pour que les normes sociales ou la levée des obstacles marchent bien, il faut qu'il y ait quand même un certain niveau de persuasion des gens, une attitude favorable. Donc, ne pas partir de cette présentation en disant « c'est plus la peine de parler de vaccination auprès des patients, ça ne sert à rien ». Ça ne suffit pas, mais je dirais c'est un prérequis. Mais les interventions les plus efficaces, c'est celles qui jouent au niveau des comportements et au niveau de l'acte, de la facilitation de l'acte. Important de garder en tête le fait que très peu d'interventions sont efficaces seules, que ce qui marche le mieux, c'est toujours la combinaison d'interventions. Et puis, ce qu'on manque aussi, c'est de données qui regardent l'efficacité de l'intervention en fonction du profil des patients. Beaucoup de données ont mélangé des patients qui, au départ, étaient réticents avec des patients qui étaient convaincus. Il faudrait des données un peu plus fines pour voir l'efficacité en fonction de ces différentes strates. Et je termine avec une notion qui ouvre la porte pour une prochaine présentation, mais ça ne sera pas moi qui la ferai parce que ce n'est pas mon domaine, qui est qu'en fait, voilà, tout ça, c'est bien beau. Ça repose sur le postulat que pour prouver qu'une intervention est efficace, c'est l'essai contrôlé, randomisé, la méta-analyse, mais voilà, tout ça, c'est quand même, il y a des limites. Ce qui est montré, c'est ce qui est montré dans un contexte socioculturel, dans le cadre d'un système local, et rien ne prouve que c'est réplicable ailleurs. Et il y a beaucoup de discussions, voire pas de polémiques, mais beaucoup de discussions sur le fait de savoir si ces évaluations très strictes sur la méthodologie statistique, qu'on peut qualifier d'expérimentale, ne devraient pas être revues pour des interventions plus réalistes qui prennent plus en compte l'environnement socio-culturel et le contexte, y compris dans la phase d'expérimentation et non pas uniquement dans la phase de mise en œuvre. Et donc ça, c'est une autre discipline que la mienne, c'est toute la discipline de l'implémentation qui est passionnante aussi, mais qui va beaucoup trop loin. Je m'arrête ici donc pour cette présentation. Merci de votre attention. Non, effectivement, ça c'est une des limites de Motivac Mater, c'est que l'étude n'a pas été jusqu'à mesurer la couverture vaccinale des nourrissons. En fait, la réponse, elle a été un petit peu donnée dans la présentation. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a des campagnes de vaccination qui sont menées, et Santé publique France en a mené plusieurs, mais par rapport à ce que je viens de mentionner, on voit bien que leur intérêt est limité, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les mener. Je pense que c'est, comme je l'ai mentionné en conclusion, je pense que c'est un prérequis. Ça ne suffit pas en soi-même à augmenter la couverture vaccinale, mais ça ferme le terreau sur lequel les autres interventions peuvent fructifier. C'est-à-dire que si les gens n'ont pas le niveau d'information de base sur la vaccination, ils ne vont pas être sensibles aux autres interventions, aux rappels, etc. Et donc, c'est bien de communiquer, mais sur ce qui est proposé là, c'est-à-dire la communication sur les risques vaccinaux, on voit bien que c'est compliqué, hein, avec l'étude de Nian et la revue de la littérature qui montrait que quelquefois, ça s'avère être contre-productif. Et le fait de parler, même si c'est pour essayer d'en parler dans le bon sens, le fait d'en parler et quelquefois, avec des mécanismes que les spécialistes des sciences cognitives connaissent bien mieux que moi, et quelquefois, ça a l'effet inverse. C'est-à-dire, parler des effets secondaires pour dire qu'ils n'existent pas renforce l'idée qu'ils existent.
Donc une difficulté majeure. Je pense que c'est des choses qui sont plus facilement abordables dans le cadre d'un colloque singulier avec l'entretien motivationnel, si ça ressort, plus que par des campagnes grand public médiatiques. Voilà, cette communication sur le risque, on en revient un petit peu. Mais j'insiste, hein, la conclusion, c'est pas qu'il faut arrêter de communiquer, c'est que communiquer, c'est important, mais ça ne suffit pas. Il faut que ça soit dans le cadre d'une d'intervention multicomposante qui fructifie sur le fait qu'il y ait eu une communication en amont, mais la communication seule, d'après toutes les études, ça ne permet pas un passage à l'acte. Ça améliore l'intention de vacciner, mais dans la plupart des situations, elle ne se traduit pas par une vaccination s'il n'y a pas en aval quelque chose qui va inciter les gens, voire les forcer. Et j'ai dit que dans le modèle de Brouwer, il y avait une très forte interdépendance entre les trois composantes. Hein. On peut donner l'exemple français, qui est un exemple, je le donne parce qu'il n'est pas évident. On pourrait, peut-être que pour certaines personnes, ils vont dire, bon, oui, c'est un peu osé de dire ça, mais voilà, c'est plus ma conviction qu'autre chose. L'obligation vaccinale qui est perçue, ou qui a été perçue au départ comme étant à l'opposé de la communication, comme étant quelque chose qui allait augmenter la défiance. Et les données aujourd'hui dont on dispose vont plutôt dans ce sens, probablement à renforcer la confiance dans la vaccination, en tout cas auprès d'une grande partie de la population. Et donc, vous voyez que là, c'est l'intervention du bout de chaîne qui est plutôt une contrainte, qui agit sur des attitudes qui sont, dans le schéma de Brouwer, au contraire, plutôt en amont. Pourquoi ? Parce qu'en France, en tout cas, le fait que l'État parle enfin de vaccination, que l'État s'implique, que l'État assume la responsabilité, y compris des effets secondaires des vaccins, et ben ça vraiment au niveau des professionnels de santé comme du grand public, eu un effet de dire ah bon, bah alors dans ce cas-là, c'est peut-être que les vaccins sont peut-être meilleurs que ce que je pensais, pas aussi dangereux, parce que sinon, ils ne prendraient pas le risque. Bah, voyez. Donc voilà, quelquefois des interventions qui peuvent paraître à premier abord aller à l'encontre de ce que là aussi la bonne volonté dirait il faut surtout pas forcer, il faut convaincre, s'avère finalement pas si mauvaise que ça. Et au-delà de la couverture vaccinale, vous voyez que dans la diapositive que je vous ai présentée, les attitudes favorables à la vaccination ont augmenté depuis 2018. Alors, il y a eu la Covid qui a compliqué tout ça, mais même en dehors de ça, on a des bonnes données pour penser que l'obligation n'a pas eu l'effet délétère sur la confiance que certains craignaient. En fait, c'est déjà mis en œuvre, hein, l'assurance maladie. Et je n'ai pas une vision de ce qui se passe dans chacune des CPAM, mais je pense que c'est fait dans beaucoup d'endroits. Par exemple, même sur des choses comme ROR, pendant plusieurs années, a envoyé à tous les enfants pour lesquels elle ne trouvait pas dans sa base la mention d'un achat et donc d'un remboursement de vaccin ROR, a envoyé un courrier aux parents leur demandant si leur enfant était vacciné par ailleurs en PMI, etc. Et sinon les incitant et les invitant à se faire vacciner. Il y a tous les bons grippes qui sont maintenant, depuis plusieurs années, généralisées. Il y a des discussions pour aller plus loin que la grippe avec les autres vaccinations des personnes à risque, des sujets âgés. Donc, il y a déjà des stratégies de rappel et de relance. Le ROR, c'était plutôt relance, puisque c'était après la date due, qui sont mises en œuvre. Et c'est vrai que voilà, on a avec la constitution maintenant du système national de données de santé, on a une opportunité en France qu'on n'avait pas avant, c'est-à-dire de cette capacité d'identifier relativement facilement les cibles de la vaccination, leur statut vaccinal et de pouvoir les contacter. Et voilà, l'assurance maladie a déjà fait pas mal de choses et est en train de réfléchir à étendre ce dispositif à d'autres vaccins et à d'autres populations cibles. C'est un petit peu tôt parce que toutes les données n'ont pas encore été totalement analysées, mais ce qu'on peut dire déjà, et ça c'est une enquête que nous avons menée à Santé publique France avec toutes nos antennes régionales, l'éducation et l'éducation nationale, c'est d'abord que en termes d'information, de communication, les parents ont manifesté dans cette étude un très haut niveau de satisfaction.
Donc ça, c'est déjà une chose intéressante. Ce qu'on est en train de regarder, parce que c'était quand même un des objectifs de l'étude, c'était jusqu'où cette intervention a permis de réduire les inégalités sociales de santé, qui sont particulièrement fortes en matière de couverture vaccinale HPV. On va poursuivre les analyses, mais on est un petit peu déçus. Pour ne rien vous cacher, il ne semble pas qu'on est particulièrement touché par cette stratégie. Les gens qui nous intéressent le plus, c'est-à-dire ceux qui ont des difficultés d'accès, qu'elles soient géographiques, financières, sociologiques, culturelles, à la vaccination HPV. Donc, ça, c'est des choses qui vont devoir probablement être revues pour essayer de mieux répondre à cette exigence de réduire les inégalités sociales de santé. Mais en fait, on peut dire que ça a été quand même un succès avec des augmentations de couverture vaccinale tout à fait significatives dans les deux sexes. Ça répond à un objectif de simplification du parcours vaccinal. D'ailleurs, les parents, dans l'enquête, on dit que pour eux, que c'était une opportunité pour faciliter cette vaccination. Beaucoup des parents ont mentionné qu'ils auraient fait vacciner leur enfant. Et là où nous, on voudrait gagner encore un peu plus, c'est d'amener à la vaccination des parents qui n'auraient pas fait vacciner leur enfant. Parce que on est ravis de simplifier le parcours vaccinal des parents, mais ce qu'on aimerait, c'est augmenter la couverture vaccinale. Et alors, ça permet d'augmenter la couverture vaccinale précoce, c'est-à-dire que les enfants qui ont été vaccinés au collège en classe de 5e l'auraient peut-être été que 2 ou 3 ans plus tard. Mais voilà, il reste à essayer de toucher cette population qui est la plus difficile, qui est celle des gens hésitants. Et là, je pense qu'on a gagné un petit peu, mais il reste encore du chemin à faire. Oui, on retrouve ça également au niveau national, hein, c'est-à-dire que le fait qu'il y a eu des gens qui ont bénéficié de la campagne de vaccination en milieu scolaire, et puis une partie de la population pour qui cette campagne a été l'occasion d'aller voir son médecin, poser des questions, et certains se sont fait vacciner en secteur libéral, mais dans notre enquête, de mémoire, plus de la moitié des parents d'enfants vaccinés au collège ont mentionné qu'ils avaient d'abord été voir leur médecin pour avoir son avis avant de faire vacciner leur enfant au collège. Donc, le médecin référent, alors je dis médecin, mais je devrais dire professionnel de santé, mais ça reste en grande majorité des médecins, reste aujourd'hui la pierre angulaire de la vaccination dans le système français. C'est là où les gens ont confiance.